Bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui de suivre la suite de l'examen des débats autour de la réforme ferroviaire et en particulier les débats autour de l'ouverture à la concurrence. C'est un des aspects emblématiques de la réforme. Une réforme dont l'examen arrive à son terme puisque le texte sera voté solennellement tout à l'heure au Sénat en salle des conférences. Alors en commission, les sénateurs ils ont modifié le texte notamment pour préserver les dessertes TGV utiles à l'aménagement du territoire, renforcer les garanties offertes aux salariés, poser les conditions d'une ouverture réussie à la concurrence, ainsi que maintenir un haut niveau de sécurité et de sûreté au sein du système ferroviaire. En séance, les sénateurs ont confirmé ces dispositions, notamment l'incessibilité du capital de SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Voilà, sur tous ces sujets, je vous propose tout de suite de rejoindre l'hémicycle. J'arrive à l'article 1er ter avec deux demandes de parole. En premier, Madame Laurence Cohen. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Actuellement, pour le transport ferroviaire de voyageurs, les seules dessertes que peuvent proposer sur le territoire français des opérateurs distincts de SNCF Mobilité sont les dessertes de cabotage dans le cadre d'un trajet international. Le présent article, pour acter de l'ouverture totale à la concurrence prévue par ce projet de loi, pose le principe selon lequel toutes les entreprises ferroviaires, et non plus seulement SNCF Mobilité, les opérateurs de fret ferroviaire, pourront désormais, je cite, assurer librement des services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises. Cette ouverture est conditionnée à la possibilité pour l'autorité de régulation de limiter ou d'interdire l'exercice de cette liberté au nom de la préservation de l'équilibre économique des contrats de service public, c'est-à-dire de l'offre de TER et de TET. Une bien faible limitation dans les faits, puisque le principe est bien celui de la concurrence. Ainsi, demain, n'importe quelle entreprise ferroviaire de n'importe quel pays pourra intervenir sur le réseau TGV, venant directement concurrencer la SNCF à sa guise sur les trajets de son choix. Il y a fort à parier, et malgré les systèmes d'encadrement et les variations de péage, que des pans entiers de territoires seront laissés à l'abandon, faute de rentabilité suffisante et donc de prétendants. Nous avons beaucoup échangé sur ce sujet hier soir, Madame la Ministre. Pour cette raison, la Commission au Sénat a fait le choix de reprendre le dispositif préconisé par la PPL Moret. Reste quand même que ces contrats de service public ne seront utilisés que s'il y a volonté de l'autorité organisatrice de s'en saisir et qu'il ne faudra plus compter sur la SNCF pour exercer des missions de service public, puisque les outils de péréquation auront été brisés et la SNCF sommée de se comporter en fait comme un opérateur privé. Une telle réforme condamne en réalité le service public ferroviaire et menace gravement le maillage de territoire. Puis soyons clairs, ce qui pénalise l'offre grande vitesse, ce n'est pas l'absence d'opérateurs alternatifs, mais la vétusté du réseau qui entraîne régulièrement des pagailles monstres et des ralentissements sur des kilomètres et des kilomètres de rails. Cette réforme est donc avant tout dogmatique, pour reprendre vos propos, ou idéologique si vous préférez. Elle offre au profit des sources de profit nouvelles, au détriment du droit à la mobilité, et pour toutes et tous, mais aussi l'exigence de la transition écologique en proposant partout où c'est possible une alternative à la voiture. Je vous remercie. Merci. Donc, deuxième prise de parole, Madame Assassi, Éliane Assassi, à vous. Oui, merci Monsieur le Président. Donc l'article 1er précise les conditions d'ouverture à la concurrence à partir du 12 décembre 2020 des lignes pour les services librement organisés de transport ferroviaire. Alors conformément à notre vision globale du service public ferroviaire, nous nous opposons à cette première étape calendaire de son démantèlement. Alors on nous explique que ce pacte ferroviaire va aussi protéger, puisqu'il est question d'introduire un encadrement de ces nouveaux services librement opérés, mais la seule limite posée à la concurrence libre et non faussée entre entreprises ferroviaires est l'atteinte de l'équilibre économique des contrats de service public mis en œuvre soit par les régions, soit par l'État. Et pire, cette atteinte devra être constatée par l'ARAFER, à laquelle on donne donc le rôle d'arbitre, mais qui, comme toute autorité soi-disant indépendante, n'a pour fonction que
d'accompagner la libéralisation du rail. Pour notre part, nous pensons que c'est à l'État de prendre ses responsabilités en utilisant toutes les possibilités offertes par le règlement OSP de dérogation à l'ouverture à la concurrence pour l'ensemble de l'offre ferroviaire, qu'il soit conventionné ou dit libre. Que l'offre TGV doit être complémentaire avec l'offre TET et l'offre TER et non pas concurrente. Nous prenons pour un système ferroviaire qui travaille donc les complémentarités, les interconnexions qui sont favorables aux usagers. Aujourd'hui, pourront saisir l'ARAFER les autorités organisatrices, le gestionnaire d'infrastructure ou l'entreprise chargée de l'exécution du contrat. C'est quand même limité. Pourquoi donc ne pas ouvrir ce droit de saisine aux associations d'usagers, aux comités de ligne? Nous ne sommes pas, pour notre part, convaincus par les expériences étrangères d'ouverture à la concurrence, pas plus par l'exemple national concernant l'ouverture à la concurrence du fret ferroviaire qui a accéléré la décroissance et son recentrage sur les activités les moins déficitaires. Donc voici, Monsieur le Président, mes chers collègues, toutes les raisons pour lesquelles nous demandons la suppression de cet article. Et là, vous pouvez considérer que l'amendement 51 est défendu par cette intervention et celle de ma collègue Laurence Cohen. Merci. Donc, Madame Assassi, merci. Donc, le 51 est défendu en même temps que l'intervention de Madame Elena Assassi. Donc, votre avis sur l'amendement numéro 51, Monsieur le rapporteur? Cet amendement vise tout simplement à supprimer l'ouverture à la concurrence. Nous sommes favorables à l'ouverture à la concurrence, donc avis défavorable pour cet amendement. Madame la ministre. Oui, moi je précise qu'il supprime les dispositifs qui permettent à l'ARAFER de réguler le développement des services librement organisés. Donc je suis un peu surprise que vous n'adhériez pas à ce dispositif, puisqu'il s'agit de s'assurer que les services librement organisés ne perturbent pas les contrats de service public. Donc il s'agit de profiter pleinement des opportunités de l'ouverture à la concurrence et donc des nouveaux services qui peuvent être proposés aux voyageurs, mais en donnant une priorité aux contrats de service public. Voilà, il me semble que vous pourriez adhérer à cette philosophie. Donc je vous propose le retrait de cet amendement ou à défaut, avis défavorable. Merci. Donc en explication de vote, Monsieur Gay. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, vous savez, on n'a pas une position dogmatique. On est réaliste. On vous a demandé hier qu'on puisse faire un bilan commun et contraster de l'ouverture à la concurrence sur le fret. Parce qu'on vous a dit, c'est une catastrophe. En 2003, avant l'ouverture à la concurrence, 18% des marchandises étaient transportées par le fret. Aujourd'hui, c'est 10%. Et 22 entreprises se partagent le gâteau. Vous voyez bien, donc, ça ne fonctionne pas. Sur cela, sur ces éléments-là, vous ne répondez pas. Sur les éléments européens, partout la concurrence n'a pas amené un plus. C'est des risques d'accident, c'est des trains retardés. Je vous ai donné un argument. C'est les syndicalistes allemands qui nous ont dit, regardez, sur un certain nombre de lignes, là où on mettait un temps, je vous ai cité le Munich-Stuttgart, 96 minutes il me semble, de tête. On a eu un allongement de plus de 20 minutes aujourd'hui parce que les trains roulent moins vite parce que y a moins d'entretien. Bon. Mais la dernière chose, c'est que je crois qu'il faut qu'on clarifie les choses pour les usagers. Parce que notamment sur les trajets du quotidien, traîne une idée, réelle ou supposée, pour reprendre les mots du rapporteur, qu'il y aura à avoir la concurrence et que, par exemple, sur les TER, il y aurait plusieurs compagnies, soit la SNCF, soit une de ses filiales qui va se concurrencer, soit une autre entreprise étrangère. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui va se passer. C'est que vous allez confier un monopole naturel à une entreprise privée. C'est ça qui va se passer. Mais sauf que cette entreprise privée n'aura plus sa mission ne sera plus le service public, ça sera la rentabilité. Donc qu'est-ce qui va se faire? Sur une ligne de TER qui aujourd'hui fait 10 voyages, 10 allers-retours, remplie à 60 ou 70%, elle va dire c'est simple. Pour que ça soit rentable, on arrête qu'il y ait 10 allers-retours. On n'en fera plus que 5. Et là où vous avez un TER qui partait à 6 heures,
à 6h30, 7h, 7h30, 8h, 8h30, pour que les salariés puissent aller à leur entreprise ou les jeunes à leur université, ils diront non, il n'y en aura que de départ, parce qu'on fera le plein. Ça sera 7h30, 8h30, et puis le reste, vous débrouillerez. C'est ça qu'il faut dire maintenant sur la place publique. Ça qu'il faut dire aux usagers. Voilà ce que vous préparez, en réalité. Parce qu'ils répondront qu'à une seule chose, leur appétit financier. Et quand ils auront tout lessivé, eh bien, ils délaisseront la ligne. Voilà ce que vous préparez. Oui, donc en explication de vote, Monsieur Marchand. Oui, non, je pense qu'il faut vraiment arrêter dans la grosse caricature et dans les grosses ficelles, puisque dans le cadre des travaux qui ont été menés, dans le cadre de cette loi qui est proposée, les autorités organisatrices de transport vont avoir un rôle éminemment important. Et ce ne sont pas des compagnies privées uniquement animées par le profit qui vont être à la manœuvre, ce sont bien les autorités organisatrices de transport qui vont faire en sorte que dans les différentes régions de France, il puisse y avoir un service de qualité qui soit garanti pour les usagers. Arrêtons de distiller cette idée, cette pensée unique qui consiste à dire que, eh bien, avec l'ouverture à la concurrence, ce sont les usagers qui vont pâtir. Non, désolé, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, et notamment en Allemagne, ne vous en déplaise, on voit bien qu'en Allemagne, l'ouverture à la concurrence a permis à la Deutsche Bahn de se revisiter sur des lignes régionales, mais a aussi permis de réouvrir et de conforter certaines lignes régionales en augmentant la fréquentation. Il n'y a aucune fatalité, rien n'est écrit pour dire que demain, les entreprises vont être là, comme vous le dites, pour se sucrer et pour faire du profit. Je crois qu'il est de l'intérêt de tout le monde d'avoir un service ferroviaire qui fonctionne et d'augmenter la fréquentation. C'est en tout cas le principe élémentaire de ce projet de loi. Donc, s'il vous plaît, ne recommençons pas et ne repartons pas dans cette caricature. Je vous rappelle que nous sommes regardés et écoutés. Merci. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne doute pas que vous ne faites pas preuve de dogmatisme, mais j'ai des courbes sous les yeux sur le fret ferroviaire. Et ces courbes montrent que, effectivement, la part modale s'est effondrée entre 2000 et 2006, c'est-à-dire avant l'ouverture à la concurrence, et qu'elle est stable depuis. Donc, je pourrais partager avec vous les graphiques, mais j'imagine que vous les avez, qui montrent que ça n'est évidemment pas l'ouverture à la concurrence qui a nui au fret ferroviaire. Elle a au contraire permis d'enrayer la chute de la part de marché du fret ferroviaire. Madame la Ministre, merci. Si je n'ai pas d'autres explications de vote, donc je mets aux voix cet amendement numéro 51 avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Bon, j'attendais. Qui est contre? Donc il n'est pas adopté. Alors nous passons à 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune, les 3 amendements donc présentés par Monsieur Gontard pour le 94. Oui, merci. Oui, merci Monsieur le Président. Nous demandons par cet article un retour en arrière sur toutes les politiques d'ouverture à la concurrence initiées par les gouvernements successifs. Ouverture du fret ferroviaire en 2003, puis du transport international en 2010 et enfin des transports de voyageurs nationaux aujourd'hui. Nous avons besoin de revenir à un modèle unifié, intégré, faisant l'objet d'un monopole lui permettant ainsi d'opérer une péréquation entre les différentes activités et qui soit chargé d'une mission de service public claire dont l'État ne se défausse pas ni sur les régions ni sur le privé. La libéralisation et la concurrence n'ont jamais fait preuve de réussite, contrairement à ce que vous avez pu nous dire. Seul un service public peut faire face aux problématiques environnementales, sociales, sociétales et économiques, car ce dernier est dicté par l'intérêt général. Ce qui paraît logique, l'ouverture à la concurrence n'est absolument pas dictée par l'intérêt général. Parce que se déplacer est une liberté fondamentale dont le droit au transport est un support essentiel, parce que 95% des émissions à effet de serre dans le secteur des transports en 2017 est issu du mode routier, parce que le niveau global d'émissions de particules fines a encore augmenté cette année, malgré l'accord de Paris, parce que le rail est un transport économique, la pollution de l'air et les accidents corporels issus du mode routier coûtent bien plus à la société, parce que les TET, les TER et le fret de proximité sont des facteurs de cohésion et de désenclavement territorial, et parce que l'industrie ferroviaire est une filière stratégique qui génère un chiffre d'affaires de 4,2 milliards par an, seul l'intérêt général, auquel on ne peut opposer l'exigence de rentabilité financière, doit guider les choix d'organisation, d'investissement et de gestion des services publics. Merci. Donc sur cet amendement, l'avis de la Commission ? Oui.
oui, pardon. Ah oui, pardon, ils sont en discussion commune. Donc le suivant qui est le 95, Monsieur Gay. Merci Monsieur le Président. Cet article prévoit le principe d'ouverture à la concurrence des services publics ferroviaires de voyageurs et modifie le Code des transports en conséquence en modifiant l'article L. 2121-12 pour ouvrir à l'ensemble des entreprises ferroviaires l'utilisation du réseau national. Nous pensons qu'il convient pour notre part de faire marche arrière, non pas par nostalgie inutile, mais parce qu'un système unifié fonctionne mieux qu'un système éclaté. Nous proposons donc d'en revenir à la définition faite par la LOTI des missions d'un groupe public unifié chargé d'assurer la cohérence de l'ensemble des services intérieurs sur le réseau ferré national. En effet, nous considérons que l'ouverture à la concurrence est le gage d'une complexité nouvelle et d'un risque accru pour la sécurité, notamment comme le montre l'exemple britannique, je sais que vous n'aimez pas qu'on le cite, mais il existe bien, où le taux d'accident a été très largement progressé depuis l'ouverture à la concurrence. La nature même du réseau et unité exige une gestion cohérente et coordonnée de l'exploitation au niveau national. Pour cette raison, nous opposons à la mise en concurrence cette notion de cohérence qui permet la mise en œuvre de complémentarité des offres dans l'unique but, non de faire des profits, mais de répondre à des besoins et à l'intérêt général. L'existence d'un monopole confié au groupe public ferroviaire a été justifiée il y a 80 ans et la création de la SNCF par la nature même du service que les créateurs ont voulu extraire des règles de marché pour garantir l'exécution des missions spécifiques en termes d'aménagement du territoire, de droit à la mobilité et de transition écologique. Ces enjeux aujourd'hui sont encore plus prégnants qu'il y a 80 ans, et notamment l'enjeu écologique. Pourquoi alors laisser à la main invisible du marché le choix du maintien de telle ou telle desserte, sans que la cohérence globale de l'offre soit assurée ? C'est incompréhensible. La nature spécifique de cette mission d'intérêt général a d'ailleurs justifié le statut d'EPIC, doté de prérogatives de puissance publique. Aujourd'hui, derrière la remise en cause du statut de l'entreprise, puis du statut des cheminots, derrière la libéralisation du rail, se dessine le véritable objectif de votre réforme. Supprimer toute idée même de service public en faisant du transport un service purement marchand. Nous pensons pour notre part que la maîtrise publique est le meilleur gage d'un service cohérent et performant. Pour cette raison, nous prônons pour un système d'exploitation unifié et en situation de monopole pour répondre à sa mission d'intérêt général. Merci. Donc, troisième amendement en discussion commune, le 96, Monsieur Ouzoulias. Merci, Monsieur le Président. Je trouve que la discussion est intéressante. Tout à l'heure, on parlait de mise en concurrence et M. Poniatowski a dit très justement la mise en concurrence, c'est la liberté. Voilà. Et M. Marchand, vous avez fait le choix de rejoindre ce camp de la liberté. Géographiquement, nous sommes à mi-chemin entre nous, la gauche, et là-bas, nos collègues, les Républicains. Mais idéologiquement, vous avez fait le choix de basculer dans le monde du libéralisme. Eh bien, sachez, laissez-moi parler, Monsieur Marchand, eh bien, sachez que Monsieur Marchand, nous restons à gauche parce que nous sommes persuadés que la main invisible du marché est incapable de régler nos problèmes de cohésion de territoire, nos problèmes d'environnement. Et c'est pour ça que nous tenons au service public, parce que pour nous, c'est aujourd'hui la seule forme de régulation moderne pour aller vers les enjeux climatiques qui sont les nôtres. Donc, notre amendement, c'est un amendement de repli, vous l'avez compris, c'est de dire que le fondement du transport, c'est le service public. Mais comme nous ne sommes pas des dogmatiques, nous vous proposons que ponctuellement, quand on fait le bilan qu'il n'y a pas d'autre solution que la mise en concurrence, ben nous l'acceptons. Mais en changeant complètement la perspective, nous considérons que la forme naturelle, c'est le service public et que de temps en temps, on peut y déroger. Et je vous signale que la réglementation européenne, et notamment l'article 5 du règlement OSP, le permet, je vous le cite. Sauf interdiction en vertu du droit national, les autorités compétentes peuvent décider d'attribuer directement des contrats de service public de transport par chemin de fer. Donc cette possibilité que des pays européens comme le Luxembourg ou l'Irlande du Nord ont mise en œuvre, nous aussi, nous pouvons le faire. Et c'est le but de notre amendement de repli. Je vous remercie. Merci. Donc sur ces trois amendements, l'avis de la Commission, Monsieur Cornu.
Sur les deux premiers, 94 et 95, avis défavorable. Alors sur le 96, effectivement, j'ai bien compris que c'était un amendement de repli. Je voudrais un petit peu développer. En fait, cet amendement vise à préciser que les entreprises ferroviaires peuvent effectuer des services commerciaux lorsque les autorités organisatrices n'attribuent pas directement des contrats de service public en application des dérogations à l'obligation de mise en concurrence des services conventionnés prévus par le droit européen. Alors, s'il s'agit, comme l'indique l'objet de l'amendement, d'indiquer que ces dérogations sont autorisées dans notre droit, cet amendement est complètement satisfait à l'article 2 quater. S'il s'agit d'affirmer la prééminence des services conventionnés attribués sans mise en concurrence, la Commission ne peut bien sûr accepter cet amendement car, premièrement, le conventionnement des services publics a pour objet de combler les défaillances du marché et n'a pas vocation à être effectué pour l'ensemble des services ferroviaires. Et puis, deuxièmement, pour les services conventionnés, la mise en concurrence devra être la règle et l'attribution directe l'exception. Donc, pour toutes ces raisons, avis défavorable. Merci. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Donc, ces trois amendements visent à s'opposer à l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs. Vous aurez compris que ceci fait l'objet d'un désaccord entre nous, puisque moi je suis convaincu que pour les services librement organisés, ce sera l'opportunité pour nos concitoyens de disposer de nouveaux services, de trains moins chers, tout en prenant en compte les enjeux d'aménagement du territoire au travers des différents dispositifs qui figureront dans la loi. Et pour les services conventionnés, ça permettra aux régions qui organisent ces services d'être des autorités organisatrices de plein exercice en ayant la possibilité de choisir l'opérateur. Et je pense enfin que ça sera stimulant pour la SNCF puisque d'autres dispositions de la réforme visent à donner à la SNCF tous les atouts pour réussir dans la concurrence. Donc avis défavorable sur ces trois amendements. Merci. Je mets ces amendements aux voix. Monsieur Gay, explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Mais c'est intéressant qu'on s'arrête juste sur l'exemple des TER. Parce que je vous ai donné un exemple, je vous ai dit, parce que les gens croient qu'il va y avoir la concurrence et que, par exemple, sur leur ligne du quotidien, il va y avoir plusieurs compagnies. Mais non, en réalité, vous allez transférer un monopole naturel qui est aujourd'hui confié à la SNCF à un autre opérateur. Ça pourra être la SNCF, je le redis, une des filiales de la SNCF qui se concurrence elle-même, ou un autre opérateur, souvent public, mais qui viendra faire de la rentabilité, un opérateur étranger. Et donc là, quand on confie un monopole naturel au privé, je suis désolé de le dire comme ça, c'est même un PDG, pas communiste, un PDG qui disait quand on confie un monopole naturel comme une ligne de chemin de fer ou un aéroport, c'est comme si on lui ouvrait les portes de la Banque de France. Il pourra faire du cash, parce que voilà. Donc là, l'argument ne tient pas sur la baisse du prix, parce qu'il n'y aura pas concurrence, comme vous l'affirmez, vous confierez un monopole. Et donc, il aura un autre but, Monsieur Marchand. Parce que là, on a presque un débat philosophique ensemble. Moi, je ne connais pas une entreprise privée, mais vous allez m'en citer une, parce que je vois que vous venez de vous inscrire, qui ne répond pas à une chose, c'est-à-dire le profit, la rentabilité, mais ce qui est normal. Une entreprise privée, elle répond à son profit. Le service public répond à un besoin d'humanité, à un besoin d'aménagement du territoire, à un besoin humain, à un besoin de mobilité, à des droits. Une entreprise privée, elle ne répond pas à ça. Elle répond à autre chose, au profit. Vous me dites, c'est pas vrai, vous verrez, des entreprises privées répondront à un besoin humain. Bon, très bien, citez-moi-en une. Mais un vrai exemple. Hein. Un vrai. Pas un faux. Hein. Là, vous m'en donnez un, vous me dites, voilà une entreprise privée qui réalise des milliards de profits, mais qui répond à un besoin humain. Voilà. Allons-y. Continuons ce débat. Monsieur Guillet, Monsieur Marchand, en explication de vote. Si je faisais dans la provocation gratuite et ayant une... Mais ça n'est pas mon genre. Non, mais quand je vous écoute... Oui, mais bon... Non, mais j'assume pleinement, mais je pense, Monsieur Gay, que ou vous ne saisissez pas ou vous ne voulez pas saisir, puisque quand vous me parlez de profit, d'entreprise, d'inhumanité, de sauvagerie, j'en passe et des meilleurs. On parle de trains conventionnés.
On parle de trains conventionnés. Quand on parle de trains conventionnés, qui est à la manœuvre? Je le répète, ce sont les régions. Ce sont les régions qui sont l'alpha et l'oméga des déplacements sur leur ressort territorial, qui vont déterminer dans le cadre de conventions qui vont faire l'objet d'âpres négociations ce qu'elles entendent être le mieux pour leurs ressortissants et nos concitoyens. Donc arrêtez effectivement d'agiter ce chiffon rouge du profit à tout prix. Les opérateurs privés qui s'inscriront effectivement dans cette dynamique le feront dans le cadre de contrats et dans le cadre de conventions passées avec une autorité de transport. Donc arrêtez d'imaginer un seul instant que le profit sera le seul moteur. On en reparlera effectivement, mais je peux vous dire aujourd'hui que pour discuter avec des présidents de commission transport et des vice-présidents au transport, ils attendent effectivement avec une grande impatience que l'ouverture à la concurrence soit rendue possible pour faire en sorte, je vais vous parler d'une région que je connais bien, la région des Hauts-de-France et le département du Nord, je peux vous dire aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et l'objectif en lien avec cette ouverture à la concurrence est de faire en sorte que les usagers, dans le cadre de leur mobilité du quotidien, puissent avoir une offre de transport qui soit démultipliée. Merci. Explication de vote, Monsieur Jacquin. Rapidement, nous avons voté le 4e paquet ferroviaire qui a été adapté en France avec de très nombreuses dérogations obtenues par notamment Alain Vidalis. Nous sommes favorables à une maîtrise publique des transports. Qu'est-ce qui se passe par exemple dans le transport urbain? On a maintenant des autorités organisatrices publiques qui sont devenues fortes et costauds et qui donnent en délégation régulièrement à des entreprises qui ne sont pas forcément régies par des travailleurs, par la fonction publique, donc des entreprises privées. Et ça fonctionne parce qu'on a des autorités organisatrices fortes qui se sont musclées et qui tiennent les rênes. Ce que vous dites serait vrai sur appliqué à un aéroport et sur l'argumentaire du monopole ouvert confié à une entreprise privée, on vous rejoindra totalement dans le cas de la vente d'Aéroports de Paris, qui, semble-t-il, est annoncé, c'est terrible, ou ce qui s'est passé sur les autoroutes. Je tiens à dire aussi que les positions évoluent. C'est assez compliqué, cette affaire-là, du mode d'ouverture à la concurrence. Dans la PPL Moret, il y avait un refus de toutes les dérogations européennes pour une ouverture à la concurrence très rapide et un parti pris des franchises. Les franchises, c'est le système à l'anglaise. Nous, maintenant, il y a une quasi-consensus dans le mode d'ouverture à la concurrence, de l'open access, le libre accès, la concurrence sur le marché. Et ce système m'a convaincu de son intérêt parce qu'il va privilégier l'opérateur historique et permettre de ne pas le dynamiter. Et je pense que c'est en discutant qu'on a pu progresser sur ce sujet-là. Merci. Donc, Monsieur Gontard. Non, moi, je voulais quand même répondre à Monsieur Marchand, parce que je trouve que c'est un petit peu désagréable de se renvoyer comme ça et d'avoir d'un côté ceux qui ont tout compris, qui savent tout, et puis d'autre côté les arriérés qui sont, voilà, je pense qu'on peut se respecter, on n'est pas sur les mêmes, effectivement, on ne pense pas à la même chose, mais je pense que cette ouverture à la concurrence, moi, ce qui m'amuse, c'est que maintenant elle est à peu près assumée. J'ai entendu le rapporteur, Madame la Ministre, dire qu'effectivement c'était ça. Mais tout au début, on nous a quand même parlé on est obligé d'aller vers cette ouverture à la concurrence. L'Europe nous oblige à aller vers cette ouverture à la concurrence. D'accord ? Et pourquoi ? Parce qu'on voit bien que ce n'est pas la solution, que partout en Europe ça ne fonctionne pas. Et ça me paraît assez logique. Puisqu'une entreprise privée, bien sûr qu'elle a intérêt à faire des profits, c'est la base. Et donc ça va complètement à l'encontre de l'aménagement du territoire. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire depuis hier ? C'est de créer des artifices autour de cette ouverture à la concurrence parce qu'on s'aperçoit bien que ça ne fonctionne pas et que ça ne marche pas et que qui va payer tout ça à la fin ? Si on veut conserver des lignes sur les territoires, c'est forcément avec de l'argent public. Et on a un bon exemple avec la téléphonie. On se dit, ah bah oui, tiens, ça marche pas, on a des territoires qui ne sont pas raccordés. Eh ben oui, c'est l'État, c'est l'argent public qui va devoir pallier à tout ça. Merci. Donc, avant de passer aux voix, dernière explication de vote, Monsieur Laménie. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Je m'exprimerai sur ces amendements, j'aurais pu le faire en fin d'article premier terre, mais je le ferai globalement. Parce que c'est vrai, j'ai entendu certaines choses, et notre collègue
du groupe La République En Marche, bon, je respecte tout le monde, mais je crois qu'il faut rester modeste et surtout pas donner de leçons. Donc, je crois à un moment donné, je crois personne, c'est pas plus un groupe qui domine tel sujet. Je crois que toutes et tous, on est là, tout le monde est compétent pour s'exprimer. Et je crois qu'on va dans l'intérêt des usagers, je crois à un moment donné. Alors, de l'autre côté, il s'agit aussi de se poser les bonnes questions. On peut comprendre la crainte du monde cheminot par rapport à cette mise en concurrence. Bon, on souhaite aussi que la SNCF puisse, je dirais, répondre au maximum dans les dessertes et dans les appels d'offres. Mais de l'autre côté, parce que je crois que on ne forme pas un conducteur de TER ou un conducteur de TGV en 2 mois. Je connais un peu le sujet. Là-dessus, on sait que là-dessus, il y a une rigueur très forte. Alors moi, de l'autre côté, pour les opérateurs qui pourront participer aux consultations et appels d'offres, que ce soit pour les TER, pour l'ensemble des lignes de desserte, je crois qu'il y a la notion de connaissance de ligne. Parce que la connaissance de ligne, bah, il faut aussi une grande rigueur en la matière, parce que c'est aussi la sécurité des usagers. Et je crois que on s'improvise pas conducteur de train. Moi, je peux modestement témoigner. Donc là-dessus, et de l'autre côté, moi, je mets aussi l'accent quand même néanmoins sur les moyens humains, parce que je dirais, on assiste quand même sur des liaisons TER à la suppression des contrôleurs. Donc, et les téléphones portables. Il y a pas mal de secteurs qui ne sont pas couverts par les téléphones portables, les zones blanches, il faut le dire aussi, et pour la sécurité des personnes. Et sur les lignes TER aussi, il faut aussi prendre en compte ça. Donc c'est ce que je me permets de dire en adoptant naturellement l'avis du rapporteur. Merci. Monsieur Laménie, merci. Donc je vais mettre aux voix l'amendement 94 avec 2 avis défavorables du gouvernement, de la commission et du gouvernement. Sur le 94, qui est pour? Qui est contre? Donc il n'est pas adopté. Le 95, même vote. 95, une explication de vote, Monsieur Guay, personne n'en doute, mais... Non, mais c'est très rapide, mais c'est pour continuer le débat. Et Monsieur Marchand, moi je vous respecte. On est là pour avoir un débat ou pour avoir... Moi je vous respecte, on a un avis différent. Peut-être qu'on n'arrive pas à se comprendre. Je le repose comme ça. Je vous ai demandé, est-ce qu'il y a une entreprise? Peut-être c'est aussi ça, des fois on caricature le trait, mais est-ce qu'il y a une entreprise privée qui répond à un besoin humain, un besoin de service public? Mais prenons... Je le prends à l'envers, pour qu'on essaie de se comprendre. On va ouvrir donc les TER à la concurrence. Mais en réalité, on va confier un monopole. Parce que là, ça ne sera pas un open space comme pour les TGV. Il y aura une ligne, on la dédiera à une seule compagnie. Ce qu'on veut dire, c'est que si cette ligne n'est pas rentable, quel opérateur privé va venir? C'est ça la question. Et là, on ne répond pas à cela. Et donc, on va mettre en difficulté un certain nombre de lignes de TER. Et vous prenez l'exemple allemand. Hier, M. Salvoldelli a rappelé un chiffre. Il y avait 44 000 lignes de chemin de fer en Allemagne, avant l'ouverture à la concurrence. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 33 000. Donc, il y a bien 11 000 kilomètres de lignes qui ont été fermés. C'est 25%. Voilà la réalité de l'ouverture à la concurrence. C'est ça qu'il faut mettre en débat pour que nous ayons un débat contradictoire, qui peut être nuancé, et y compris sur la question des prix, Madame la Ministre. Partout, on l'a vu, les prix ont augmenté. En Allemagne, par exemple, sur la ligne, mais attendez, sur la ligne, je vous prends un exemple type, comme ça vous allez avoir le temps de rechercher. Sur la ligne Munich-Stuttgart, je vous ai dit que le temps de trajet s'était allongé et le prix a augmenté de 50%. En vérité, ils nous ont dit les syndicalistes, en réalité 30%, parce que, y compris avec l'inflation. Ça, ce sont des données. Voilà, donc on nous vante le modèle allemand. Sur cette ligne type, ça ne fonctionne pas. Et le service est dégradé pour les usagers. Et les salariés, leurs conditions de travail se sont dégradées. Et le service n'est pas bien rendu. Et les prix ont explosé.
Donc est-ce qu'on peut mettre ça sur la table et qu'on ait un débat? C'est tout ce que nous demandons. Merci. Donc, si je peux mettre aux voix le 95 avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Pour le 96, s'il n'y a pas de prise de parole, d'explication de vote, je suppose que c'est le même vote. Même vote? D'accord, parfait. Donc, nous passons à l'amendement numéro 41. Madame Laurence Cohen. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement, nous souhaitons opérer un parallélisme de forme entre l'article 1er ter et l'article 2 quater qui fixe les règles de saisine de l'ARAFER. En effet, dans le cadre de l'article 1er ter, lorsque la saisine est justifiée pour définir sur un service librement opéré une atteinte à un contrat de service public, la saisine est, hélas, extrêmement limitative, puisque réservée à l'autorité organisatrice, à l'opérateur ou à l'État. A contrario, à l'article 2 quater, lorsqu'il s'agit de définir si l'application par l'autorité organisatrice des exceptions prévues par le règlement OSP, alors la formulation est permissive, puisque, je cite, « toute personne à qui la décision est susceptible de faire grief ». Nous considérons que ce décalage est révélateur. Lorsqu'il s'agit de favoriser la concurrence, alors la saisine est large. Et à l'inverse, lorsqu'il s'agit de préserver le service public, ou du moins la délégation de service public, alors la saisine est très encadrée. Donc notre amendement, qui est un amendement de repli, puisque sur le fond, nous contestons, vous l'avez compris, la libéralisation des services librement organisés. Vous l'avez compris et nous avons compris que c'est un gros point d'achoppement. Donc, en tout cas, par cet amendement, nous vous appelons au respect du parallélisme des formes et nous vous proposons donc que toute personne à qui la décision porte grief peut saisir l'ARAFER si l'exercice de ce droit est susceptible de compromettre l'équilibre économique d'un ou de plusieurs contrats de service public couvrant le même trajet ou un trajet alternatif. Donc je pense que si on est d'accord sur la préservation du service public, c'est quand même une petite garantie qu'il serait importante de voter. L'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur? Oui, Monsieur le Président, j'ai bien compris que c'était un amendement de repli, mais la procédure est très encadrée par la directive européenne. Et franchement, il ne me semble pas justifié, je pense que notre collègue Bizet sera tout à fait d'accord, il ne me semble pas justifié de s'exposer à un risque de non-conformité au droit européen en allant au-delà. Donc, avis défavorable. L'avis du gouvernement, Madame la Ministre. En fait, je pense que votre amendement illustre le fait qu'on ne se comprend pas ou que vous ne voulez pas comprendre que le service public ferroviaire, les TER, sont organisés par des autorités organisatrices. Et donc, si un service librement organisé porte préjudice à quelqu'un, c'est précisément à ces autorités organisatrices, aux régions, qui ont la responsabilité d'organiser le service public sur leur territoire. Je pense, Monsieur le Sénateur, que vous avez en tête que c'est exactement le même système, par exemple, dans le transport urbain, où on est dans le cadre de délégation de service public. Et je pense qu'on pourrait se réjouir que le règlement OSP se soit approprié ce service public à la française au travers de délégations de service public. Donc dans ce service public à la française, au travers de délégations de service public, il y a une autorité publique, une autorité organisatrice qui est en charge de ce service et c'est précisément elle qui doit vérifier qu'un service librement organisé ne perturbe pas le service public. Donc défavorable. Merci. Oui, Madame Cohen, explication de vote. Oui, explication de vote. Bon, j'ai bien entendu le rapporteur qui ne veut pas s'exposer éventuellement à une décision de l'Europe, etc. Bon, moi déjà ça, je ne partage pas, mais je vais pas développer. Quand on a des convictions et qu'on porte une politique, on peut au moins essayer de la porter sans préjuger des résultats. Hein. On perd une bataille, mais d'abord on la mène. Donc bon, mais là ça montre le courage de certains de nos collègues.
je donne les leçons comme vous. Et voilà, au moment du débat, et vous voyez, ça plaît pas, et ben voilà, c'est exactement ce qu'on vous reproche depuis le début, donc là vous êtes en train de le vivre et tout d'un coup vous vous effarouchez, donc peut-être que ça va apaiser le débat. Quant aux arguments, Madame la Ministre, que vous avez développés, Madame la Ministre, vos arguments, c'est que, bon, mais là c'est un petit peu embêtant, si Madame la Ministre n'est pas attentive à la réponse, merci. Madame la Ministre, eh oui, il faut qu'on s'écoute. Ben oui, il faut qu'on s'écoute, on est à égalité dans l'hémicycle. Vous dites, vous ne voulez pas comprendre. Alors, là, je trouve que c'est un jugement de valeur qu'il n'est pas utile d'échanger entre nous. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que les autorités organisatrices, je les comprends d'autant que j'ai été conseillère régionale, vice-présidente au niveau du STIF, d'une commission, et que donc vice-présidente, oui, et que présidente d'une commission, pardon. Et oui, bah, chacun fait comme son mandat lui demande, mais ceci dit, donc je connais très bien le fonctionnement. Donc, effectivement, ce que je vous demande, c'est de ne pas passer outre. Je vous demande d'encadrer davantage. Parce que, mais oui, parce qu'une région fait avec les moyens qu'elle a, effectivement, au niveau de l'autorité organisatrice, il y a aussi un certain nombre de moyens qui diminuent d'ailleurs de plus en plus au niveau des régions, allez leur demander. Et là, ce que nous souhaitons par cet amendement, c'est ne pas déroger au pouvoir des régions ou des organisations, des autorités organisatrices, mais simplement de mettre quelque chose qui va aider dans le sens de la préservation du service public. Donc je ne vois pas en quoi ça rentre en contradiction. Merci. Monsieur Bizet. Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais répondre à Madame Cohen qui a interpellé le rapporteur en souhaitant qu'il ne soit pas, je dirais, intimidé par les orientations européennes. Je crois que c'est pas comme ça que ça se précise, si vous voulez. Alors j'anticipe un petit peu, puisque ce sera plutôt débattu au travers de l'article 2 ter de mémoire. Mais je m'étais déjà exprimé le 29 mars dernier, lorsque avait été évoquée la PPL Moret-Louis Nègre, à savoir que le règlement 1370 prévoit que les autorités régulatrices, eh bien, dans le cadre d'un service public, puissent permettre la prise en compte des lignes, je dirais, déficitaires comme les autres lignes, si vous voulez. Donc là, ça répond à leur interrogation, si vous voulez. Moi, je crois qu'il n'y a pas lieu de s'en émouvoir. Et quand on parle de règlement, ça veut dire un texte d'application directe, mais qui est le fruit également du travail au travers, si vous voulez, des différents États membres, de la réflexion et des orientations faites par les différents États membres. Donc, je vous dis, ça ne vient pas par hasard et ça ne tombe pas du ciel. Voilà, tout est une question d'organisation et de rationalisation. Merci. Donc, je vais mettre l'amendement 41 aux voix avec 2 avis défavorables de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Donc ensuite, 2 amendements en discussion commune. Le 196, Monsieur Jacquin. Alors, l'alinéa dont nous traitons précise les conditions dans lesquelles l'ARAFER se prononce dans le cadre du contrôle du libre accès au réseau sur l'atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public suite à la saisine soit de l'autorité administrative compétente, soit du gestionnaire d'infra, soit de l'autorité organisatrice qui attribue le contrat ou de l'entreprise ferroviaire qui l'exécute. Si nous considérons que le rôle de la concurrence est de veiller en tant qu'autorité de régulation au bon fonctionnement des marchés de services publics de transport de voyageurs, nous estimons aussi que l'on ne peut laisser l'ARAFER se prononcer concernant la régulation du droit d'accès au réseau uniquement sur des critères visant exclusivement l'équilibre économique d'un contrat de service public, mais qu'elle doit tenir compte de critères visant aussi l'aménagement du territoire, c'est-à-dire l'équilibre socio-économique du contrat de service public. En ce sens, nous considérons également, et ce en cohérence avec notre amendement à l'article
1 bis que la décision de l'ARAFER doit être conforme au schéma national des dessertes que nous souhaitions mettre en place. Je tiens à dire, Madame la Ministre, à cet endroit, en revenant sur l'amendement 194 que nous avons retiré, notre satisfaction de vous avoir entendu dire que ce schéma national des dessertes serait réalisé. Je vous remercie. Merci. Donc, deuxième amendement en discussion commune, Monsieur Gontard. Oui, merci. Nous souhaitons par cet amendement préciser les critères qui seront utilisés par l'ARAFER afin de définir si une ligne librement exploitée porte atteinte ou non à l'équilibre d'un contrat de service public. Dans la rédaction actuelle, aucun élément n'est donné en la matière, ce qui revient au fond à donner un pouvoir discrétionnaire à une autorité administrative indépendante, et nous n'y en sommes pas favorables. Nous proposons donc de reprendre comme élément d'un test d'équilibre des éléments financiers et économiques traditionnels, tels que les dispositions relatives à l'équilibre économique prévues par le contrat de service public, les pertes de recettes et coûts supplémentaires éventuels à court et moyen terme, les bénéfices éventuels à court et moyen terme, l'évolution de la rentabilité des services exploités par le titulaire du contrat de service public, mais également des éléments plus généraux relatifs à l'impact environnemental de ces nouvelles liaisons, l'accessibilité financière pour les usagers, la cohérence de la liaison projetée par les politiques locales d'aménagement du territoire. Il s'agit, vous l'aurez compris, d'encadrer les pouvoirs ici confiés à l'ARAFER afin de prendre en compte l'ensemble des inconvénients qui peuvent surgir par une exploitation nouvelle et garantir ainsi le maintien du service public dans ces conditions pérennes. Merci. Merci. Donc, sur ces deux amendements, Monsieur le rapporteur. Avis défavorable pour les mêmes raisons que j'ai indiquées avec l'amendement précédent. Donc, voilà. Je voudrais peut-être, comme on a des spectateurs et que vous savez tous que je voudrais peut-être un petit peu informer les choses. C'est-à-dire que on parle de services conventionnés, des transports, etc. En fait, pour bien saisir les choses, les services conventionnés, finalement, c'est globalement les TER, pour faire simple. Il y a d'autres choses, mais globalement, il faut retenir qu'il y a les TER. Il y a une autorité organisatrice qui sont les régions. Et c'est les régions qui, par appel d'offres, vont choisir l'opérateur qui va circuler sur certaines lignes qu'ils auront choisies. Et puis, les services commerciaux, c'est les services TGV, globalement. Hein. Les services TGV, on a ce qu'on appelle l'open access, c'est-à-dire une entreprise peut postuler pour avoir un sillon et par exemple faire du Paris-Lyon sur une ligne LGV. Voilà. Donc, il y a une vraie différence entre ce qu'on appelle les services conventionnés, qui sont les TGV, par ce qu'on appelle l'open access, donc c'est libre, et puis les services conventionnés qui, eux, seront conventionnés par une région qui fera à partir d'un appel d'offres et qui décidera à quelle entreprise ils vont confier le service d'une ligne. Voilà, c'est plus simple pour tout le monde, pour que enfin on puisse aussi nous comprendre à l'extérieur, puisque je pense que c'est télévisé, et puis pour nos spectateurs, c'est plus intéressant de suivre un débat quand on comprend un petit peu la lecture. Merci de votre avis, Monsieur le rapporteur. Avis du gouvernement, Madame la Ministre. Oui, alors sur l'amendement 196, moi je pense qu'il ne faut pas empêcher l'ARAFER de se prononcer sur un service librement organisé qui pourrait perturber un contrat de service public, même si ce service fait partie du schéma national. Il me semble vraiment qu'il faut donner la priorité au contrat de service public. Donc, avis défavorable. S'agissant de l'amendement numéro 27, je pense que le test d'équilibre économique est parfaitement clairement défini et il ne me semble pas utile de repréciser toutes ces conditions qui, au demeurant, font partie des éléments qui sont forcément pris en compte par l'autorité organisatrice dans la définition de son contrat de service public. Donc, avis défavorable. Merci. Donc, je vais mettre aux voix le 196. S'il n'y a pas d'explication de vote, avec deux avis défavorables de la Commission et du gouvernement, qui est pour? Qui est contre? Donc, il n'est pas adopté. Je mets aux voix maintenant le 27. Pas d'explication de vote. Donc, deux avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Donc, il n'est pas adopté.
Donc, on va passer à l'amendement suivant. Simplement, vous signaler que la séance ne s'achèvera pas à 12h30, mais à 13h, si la commission et Madame la Ministre, vous n'y voyez pas d'inconvénient. Donc, c'est acté. Donc, on prolonge la séance jusqu'à 13h. Alors, l'amendement suivant, qui est un amendement de la commission, le 260, Monsieur Cornu. Amendement de coordination. Donc, l'avis du gouvernement, favorable. Donc, pas d'explication de vote. Donc, je mets aux voix cet amendement de coordination qui est contre, qui est pour, pardon. Qui est contre. Donc, il est adopté. Je mets aux voix maintenant l'article 1er ter. Donc, sur l'article 1er ter, qui est pour, qui est contre, abstention. Donc, l'article 1er ter est adopté. Je vous propose qu'on passe maintenant à l'article 2 quater. Prise de parole de Madame Assassi. Merci Madame la Présidente. Nous venons donc de vous expliquer pourquoi nous considérons qu'il n'était pas nécessaire, utile et opportun d'ouvrir les transports conventionnés, donc organisés autour de contrats de service public, donc à la concurrence. Une telle ouverture rime en effet avec complexification des procédures pour les régions comme pour l'État, alors même que les ressources des collectivités ne le permettent pas. Plus important, nous estimons que ce passage à la concurrence et en s'appuyant sur le rapport Spinetta risque de se combiner avec l'abandon de 9000 lignes de vie. Nous craignons ainsi que, faute de volonté politique, ces lignes ne soient pas l'objet de contrats de service public. L'État ne les conventionnera pas, laissant ainsi aux régions le choix de les reprendre ou de ne pas les reprendre. Les régions n'auront alors d'autre choix que de reprendre ces lignes ou de les supprimer. Certaines lignes de TER risquent également de faire les frais de ces nouveaux contrats de service public. En réalité, vous allez étouffer un tiers du réseau en faisant assumer cette responsabilité par les régions, qui auront mission de trouver des opérateurs qui acceptent d'assurer la circulation sur ces petites lignes. Autant dire qu'elles n'y parviendront pas ou difficilement et qu'elles ne lanceront leur appel d'offres qu'après avoir assaini, c'est-à-dire atrophier le réseau pour n'y maintenir que des lignes rentables. On nous expliquera ensuite que les régions, ce qui n'est pas faux, ne pouvaient pas tout financer et qu'il était nécessaire de faire des choix pour maintenir un service de qualité sur les tronçons les plus usités. Cet article ouvre donc la voie à une diminution du service public ferroviaire, quelles que soient les modalités retenues d'ouverture à la concurrence. Et ce changement va entraîner un changement de nature de l'offre proposée au travers les nouveaux contrats qui seront signés. Nous craignons donc, j'oserais dire une nouvelle fois, que ce soit les usagers qui pâtissent de ces réorganisations. Monsieur Gontard, il n'est pas là. Donc, Monsieur Lefebvre pour les Républicains. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous sommes, les Républicains, favorables à l'ouverture de la concurrence du transport ferroviaire des voyageurs. Ouverture à la concurrence qui, nous l'avons déjà rappelé au cours du débat, est en marche, et oui, depuis les années 90, et assumée par les gouvernements qui se sont succédés. Nous devons d'ailleurs publier les décrets afférents avant le 31 décembre 2018. Mais ouverture à la concurrence ne veut pas dire essentiellement et surtout poursuite de la rentabilité et elle seule. Non, cela doit permettre le maintien d'un bon niveau de réseau et aussi et surtout préserver l'équité entre les territoires. Je pense alors à ces petites lignes IUC 7 à 9, dont la ligne Paris-Laon, qui de petite n'a de rien de petite plutôt, mais c'est plutôt une grande ligne, puisque c'est un axe structurant de mon département de l'Aisne qui subit depuis de très nombreuses années tous les déboires. Matériel vieillissant, structure en très mauvais état, retard endémique, etc. Ce n'est pas mon collègue Yves Daudigny, ici présent, qui me dira le contraire. Alors même que ces trains véhiculent quotidiennement toutes les catégories de population, celles qui étudient, celles qui travaillent, celles qui vont se soigner, celles qui voyagent, serons-nous amenés à leur dire un jour « Désolé, il n'y a plus de train ». Alors quid des transports du quotidien qui doivent être rénovés et modernisés, je cite l'exécutif, tout en donnant toute la charge aux régions. Il y va de la façon dont nous voulons aménager notre territoire et assurer la qualité de son maillage. On a beaucoup, par exemple, parlé de la ligne Abbeville-Le Tréport, qui va être interrompue faute d'accord entre l'État, la région Normandie et ma région des Hauts-de-France. Eh bien, pour la petite histoire, la gare d'Abbeville, dont une partie du trafic va sérieusement disparaître, construite en 1855, vient d'être primée plus belle gare de France. Mais les touristes ne la verront pas, car elle est destinée à être désertée de son trafic.
eh bien, tout cela est fort regrettable. Les régions revendiquent d'assumer cet aménagement du territoire, d'organiser l'intermodalité des transports, puisque c'est là leur compétence, et d'assurer ce service public, ce que nous soutenons sans réserve. Les régions sont incontournables dans ce dossier, nous le savons, elles sont preneuses de cette prérogative, elles connaissent le territoire dans toute sa complexité, elles sont ainsi, Madame la Ministre, votre bouée de sauvetage, en quelque sorte, car ce sont elles qui devront remédier aux mauvais choix successifs de nos dirigeants en la matière. Je vous remercie. Merci, chers collègues. On va donc passer maintenant à l'examen de l'amendement 55 de Madame Assassi et de Monsieur Gontard. C'est Monsieur Gay. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, le présent article prévoit les conditions d'ouverture à la concurrence des services dits conventionnés. Vous avez indiqué, Madame la Ministre, que les autorités organisatrices devraient être en capacité d'invoquer toutes les possibilités d'exception par le règlement OSP permettant la poursuite des contrats de gré à gré. C'est un minimum qui avait été exclu par la proposition de loi portée par le Sénat et reprise par la Commission au Sénat, qui soumet dorénavant l'exercice de ces exceptions à l'avis conforme de l'ARAFER. Tout est ainsi fait pour que le recours aux exceptions prévues par le règlement OSP ne soit pas utilisé, organisant par là même une surtransposition des directives européennes. Nous aurions, pour notre part, souhaité que le gouvernement utilise une autre option, celle de ne pas ouvrir à la concurrence les services conventionnés sur l'ensemble du territoire en invoquant nationalement les exceptions du règlement OSP, notamment l'application du paragraphe 4 bis de l'article 5 de ce règlement, qui indique que, je le cite, « sauf interdiction en vertu du droit national, l'autorité compétente peut décider d'attribuer directement des contrats de service public relatifs à des services publics de transport de voyageurs par chemin de fer, soit lorsqu'elle considère que l'attribution directe est justifiée par les caractéristiques structurelles et géographiques pertinentes du marché et du réseau concerné, et notamment leur taille, les caractéristiques de la demande, la complexité du réseau, son isolement technique et géographique et les services couverts par le contrat, soit lorsqu'un tel contrat aurait pour effet d'améliorer la qualité des services ou le rapport coût-efficacité, ou les deux, par rapport au précédent contrat. La CGT considère dans son document « Ensemble pour le faire » qui indique qu'en s'appuyant sur ce texte et en exigeant des normes sociales, qualitatives et environnementales de très haut niveau, comme prévu à l'article 4, paragraphe 6, la Nation peut garder le service public ferroviaire. Nous partageons largement leur analyse. Bon, chers collègues, Monsieur le rapporteur. Monsieur Gay, je dois dire que je suis admiratif devant la constance de vos convictions, mais j'attire votre attention, Monsieur Gay. Monsieur Gay, voilà. Hein, oui, je disais non, mais attendez, je préfère que quand je vous parle, je préfère que vous me regardiez, tout simplement. Hein. Oui, je disais que j'admirais la constance de vos convictions parce qu'effectivement, mais j'attire votre attention quand même sur les conséquences de la suppression de cet article, parce que si on arrivait à supprimer cet article, en fait, on supprimerait toutes les dérogations, on est bien d'accord. Et je pense que vous ne voulez pas qu'on supprime toutes les dérogations. Mais je pense que vous ne me faites pas non plus d'illusions sur l'avis que je pourrais donner. Mais je pense que même si je donnais un avis favorable, vous seriez assez mécontent. Voilà. Non, mais c'est un peu... On peut avoir un peu d'humour. Non, mais j'ai bien compris que, en fait... vous voulez supprimer cet article parce qu'il fixe par ailleurs des obligations de transmission d'informations aux autorités organisatrices de la part des entreprises et des gestionnaires d'infrastructures ou d'installations de services que vous ne voulez bien sûr pas qu'on transmette. Nous savons ici qu'il s'agit d'un sujet crucial, d'ailleurs pour l'exercice des missions des autorités organisatrices. Donc, c'est normal, je suis aussi moi constant dans mes convictions et je donne un avis défavorable. Madame la ministre, même avis. Donc le vote sur cet amendement, qui est favorable à l'amendement 55, qui est contre, qui s'abstient, il n'est pas approuvé. Nous avons maintenant 3 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. L'amendement 200 de M. Jacquin, c'est M. Jacquin qui le présente, puis celui du gouvernement, puis à nouveau celui de M. Jacquin, le 201. À l'initiative de son rapporteur,
la Commission a adopté une nouvelle rédaction de l'article 4 quater relative à la transmission des données couvertes par le secret professionnel et commercial. Ainsi, le rapporteur a étendu l'obligation de transmission à l'ensemble des informations relatives à l'organisation ou à l'exécution de ces services et aux missions faisant l'objet du contrat de service public, et non aux seules données nécessaires à la préparation d'une procédure de mise en concurrence. Nous nous interrogeons, à l'heure où l'on renforce le secret des affaires, sur la nécessité d'obliger l'opérateur historique public SNCF Mobilité à fournir des informations qui relèvent de la confidentialité et protègent les intérêts d'une entreprise dans la compétition mondiale. L'ouverture à la concurrence ne doit pas permettre aux nouveaux entrants de capter des savoir-faire et informations confidentielles sans aucune réciprocité, leur conférant d'entrée de jeu un avantage concurrentiel sur l'opérateur historique. Dans de telles conditions, l'ouverture à la concurrence peut affaiblir et remettre en cause à terme la viabilité de l'opérateur historique. Loin d'être libre et non faussée, la concurrence risque d'être déloyale si elle est bâtie sur une asymétrie d'information à l'avantage unique des nouveaux entrants. Merci, chers collègues. Madame la ministre, pour le 175, présenté par le gouvernement. Merci, Madame la Présidente. En fait, c'est un amendement assez technique qui vise à apporter un certain nombre de précisions dans l'article sur les conditions de transmission des données. Dans la rédaction actuelle, en fait, on traite en même temps deux types d'informations, celle qu'il est nécessaire que l'opérateur en place fournisse à l'autorité organisatrice pour lui permettre d'organiser les appels d'offres, et par ailleurs, les informations que l'opérateur choisit a à fournir tout au long du contrat. Les premières relèvent de la loi et de l'obligation qui est donnée à l'opérateur sortant. Les deuxièmes relèvent de la contractualisation entre l'autorité organisatrice et son opérateur et donc ne me semble pas devoir figurer dans la loi. Et la deuxième précision concerne le contenu du décret qui est annoncé donc dans cet article. Il s'agit de préciser que le décret donnera non seulement les informations à fournir, mais également un certain nombre de modalités sur la fourniture de ces informations. Donc, c'est deux points techniques qui sont l'objet de cet amendement. Merci, chers collègues. Maintenant, Monsieur Jacquin, 200 à rectifier. Merci, Présidente. Nous sommes toujours sur le même sujet relatif à une nouvelle rédaction de l'article 4 quater sur la transmission des données couvertes par le secret professionnel et commercial. Cet amendement vise à rétablir un alinéa qui a été supprimé, qu'il nous paraît important de rétablir. Nous tenons compte cependant des nouvelles dispositions introduites par le rapporteur et souhaiterions simplement réintroduire la phrase suivante. Les entreprises, les gestionnaires d'infrastructures et les exploitations d'installations de services indiquent quelles informations ils estiment relever du secret en matière industrielle et commerciale. Tel est le sens de cet amendement qu'il nous paraît essentiel d'adopter pour protéger nos savoir-faire industriels et commerciaux. Je rajoute qu'il y a un vrai enjeu par ricochet sur nos industries relativement à cette question. Merci. Donc, monsieur le rapporteur, sur ces trois amendements. Je reconnais que c'est un sujet extrêmement difficile, parce que c'est en fait la difficulté, c'est de savoir où on met le curseur sur les informations. Et c'est vrai que la SNCF, qui est une grande maison, nous a pas trop habitués à une grande transparence pour l'instant. Même quand on lui demandait des informations, même quand on était parlementaire, on a eu des fois beaucoup de mal à avoir ces informations. Donc c'est vrai que quand on veut être transparent, et qu'on s'appelle la SNCF, c'est pas toujours si facile que ça. Donc on a essayé de mettre le curseur là où ça me semblait être le meilleur. Maintenant, je dois aussi avouer humblement que je n'ai pas non plus de certitude. Mais je pense que j'ai essayé d'être équilibré. C'est pour ça que je vais répondre un par un à chaque amendement. Donc pour l'amendement de 200, les auteurs de l'amendement... donc l'amendement Jacquin. Les auteurs de l'amendement souhaitent revenir sur le principe de la transmission aux autorités organisatrices d'informations couvertes par le secret industriel et commercial.
Le souci de protéger ces informations est tout à fait légitime, c'est ce que je viens de dire. Mais il faut aussi avoir à l'esprit que la transmission de certaines données couvertes par le secret est indispensable pour que l'autorité organisatrice puisse définir correctement le périmètre de son appel d'offres. Sans ça, comment voulez-vous qu'elle y arrive? Apprécier l'équilibre économique du contrat et garantir le caractère équitable et non discriminatoire de la procédure de mise en concurrence. L'ARAFER, d'ailleurs, a clairement affirmé cette nécessité. Le projet de loi initial prévoyait d'ailleurs déjà la transmission de données couvertes par le secret industriel et commercial. La rédaction adoptée par la Commission a établi un équilibre entre ces deux préoccupations. Si elle a effectivement élargi le champ des données à transmettre aux autorités organisatrices, elle a aussi, en parallèle, renforcé la protection des informations couvertes par le secret en prévoyant, c'est quand même fort, en prévoyant l'application de l'article 226-13 du Code pénal en cas de divulgation de ces données à des tiers non autorisés. En ce qui concerne la communication de certaines de ces informations aux candidats à un appel d'offres, elle est aussi nécessaire pour éviter que l'opérateur historique bénéficie finalement d'une rente informationnelle et lui donnant un avantage concurrentiel par rapport aux nouveaux entrants. Je rappelle que le dispositif adopté par la Commission est proportionné et encadré. Cette communication n'aura lieu que lorsqu'elle est nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence et dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, pris après avis de l'ARAFER pour protéger la confidentialité de ces données. Donc, franchement, on a mis ceinture et bretelles là. Certaines informations devront par exemple être présentées par fourchette de valeur ou ne pourront être consultées que dans une salle spécifique. Donc voilà. En conséquence, l'avis est défavorable sur cet amendement, mais j'espère avoir rassuré les auteurs de l'amendement sur cette préoccupation, parce que c'est vrai que c'est un sujet extrêmement difficile. Après, c'est 201, Madame la Présidente. L'amendement du gouvernement, le 175. L'amendement du gouvernement, 175. Alors, effectivement, cet amendement vise à rétablir une partie de la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pour restreindre l'obligation de transmission d'informations aux autorités organisatrices aux seules informations qui s'avèrent nécessaires pour mener les procédures d'attribution des contrats. Globalement, c'est à peu près le même amendement, presque que l'amendement que je viens d'expliciter. Bon, c'est trop restrictif car il faut que les autorités organisatrices puissent avoir accès à ces informations tout au long de l'exécution des contrats pour en assurer le suivi. Je m'appuie là encore sur la contribution de l'ARAFER, l'autorité, sur l'ouverture à la concurrence des services conventionnés. Nous connaissons trop, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en préambule, les difficultés des autorités organisatrices à obtenir des informations de la part de l'opérateur historique pour nous contenter des seules informations nécessaires à la préparation des appels d'offres. Donc c'est pareil, je donne un avis défavorable. M201, rectifié bis. Je suis favorable à cette précision qui permet effectivement de renforcer le dispositif en matière de protection des informations couvertes par le secret des affaires. Donc, résumé, 2 défavorables, 1 favorable. Très bien, monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Donc l'amendement 200 vise à interdire aux autorités organisatrices, d'une part, d'obtenir de l'opérateur sortant et d'autre part, de communiquer des informations relevant du secret industriel. Évidemment, on est sur un sujet très sensible, mais je pense qu'il peut, dans certains cas, être utile à l'autorité organisatrice d'avoir un certain nombre d'informations relevant du secret industriel et commercial. Donc, la rédaction issue de votre commission qui mentionne la possibilité de transmettre ces informations, mais de façon très encadrée, me semble constituer un bon équilibre et donc avis défavorable sur cet amendement. S'agissant de l'amendement 201, alors une partie rétablit la rédaction du texte issu de l'Assemblée nationale en prévoyant que les opérateurs précisent aux autorités organisatrices les informations qui relèvent qu'elles estiment relever du secret industriel et commercial. C'est de toute façon une
précision qui n'aurait qu'une valeur indicative pour permettre à l'autorité organisatrice de détecter en amont les sujets sur lesquels il pourrait y avoir une divergence en cas de, donc des contentieux en cas de transmission. Sur cette partie-là, moi, je pourrais être d'accord. Par contre, l'amendement supprime le fait que le secret industriel et commercial ne doit pas pouvoir être invoqué pour empêcher la transmission d'informations, y compris dans des conditions encadrées. Donc sur cette partie, je suis défavorable et donc globalement défavorable à l'amendement. Alors, je vous propose Monsieur Berry-Debat, explication de vote. Oui, j'ai bien entendu l'explication de Monsieur le rapporteur. Nous avons eu un débat là-dessus, sur, je dirais, la clause de secret des affaires. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Vous avez rappelé les efforts que vous avez faits en intégrant une rédaction au niveau de la commission de ce texte de loi. Bon, je comprends également, nous représentons un certain nombre d'autorités qui souhaitent voilà, faire évoluer les choses. Nous écoutons aussi notre opérateur historique et notamment public SNCF Mobilité qui dans certains cas fait de gros efforts à de véritables sa rentabilité, l'amélioration de sa rentabilité, l'amélioration du réseau dépend d'un certain nombre de secrets de l'entreprise. Bon, voilà, donc il y a vraiment un vrai problème. Bon, écoutez, je pense que l'amendement ne passera pas, je vais le retirer là-dessus. Par contre, j'en profite pour défendre ou pour étendre mon explication de vote aux deux autres amendements. Nous sommes favorables à l'amendement 175 du gouvernement et je remercie le rapporteur d'avoir donné un avis favorable à l'amendement suivant que nous avions proposé, dont je retire le premier amendement au profit du second. Voilà ce que je voulais vous dire, monsieur le rapporteur et madame la ministre. Alors, si j'ai bien compris, chers collègues, retrait du 200. Donc, on va passer à l'examen de l'amendement 175 du gouvernement, évidemment avec un avis favorable de sa part et défavorable du rapporteur. Qui est donc pour l'amendement 175? Bon, levez bien ceux qui sont pour. Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement n'est pas approuvé. L'amendement 201, rectifié bis, avis favorable de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Cet amendement est approuvé. Nous passons à la discussion commune de 7 amendements. Le premier est de Madame Assassi et c'est Monsieur Gay qui le présente. C'est l'amendement 43. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Par cet amendement, nous demandons à minima le rétablissement du texte initial de cet article 2 quater. En effet, en commission, un amendement du sénateur Longeau a été adopté permettant de durcir le recours aux exceptions prévues par le règlement OSP. Cette volonté est parfaitement en continuité avec le texte dont il a été le rapporteur, la loi Maurey, qui allait plus loin encore en supprimant toute possibilité de recours à ces exceptions. Alors que le texte initial permet de soumettre à l'ARAFER pour avis le recours aux exceptions permises par le règlement, l'amendement transforme cet avis motivé en avis conforme pour 2 des exceptions. Il s'agit de la dérogation pour circonstances exceptionnelles prévue au 3 bis de l'article 5 du règlement, ainsi que de la dérogation dite de performance prévue au 4 bis du même article 5. Nous contestons ce pouvoir d'autorisation confié à l'ARAFER. En effet, nous le savons tous, le rôle et la raison d'être de cette autorité indépendante est de faire de la place aux nouveaux entrants. C'est d'ailleurs cette même autorité qui avait déclaré que si prise isolément, chacune des dérogations autorisées par le 4e paquet ferroviaire peut présenter un intérêt opérationnel, leur application cumulée pourrait faire peser un risque de ralentissement du processus d'ouverture à la concurrence à rebours de l'esprit du 4e paquet ferroviaire. Nous voyons donc bien le type de décision que pourra prendre et rendre l'ARAFER.
Nous proposons donc de respecter le droit européen qui permet le recours à ces exceptions sans avoir recours à un avis conforme de l'ARAFER. Pour cette raison, nous proposons le rétablissement du texte tel que sorti des débats à l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Monsieur Jacquin, c'est vous qui présentez le... Non, Monsieur Daudigny. Le 250, oui. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous nous interrogeons, Madame la Ministre, sur la question de l'attribution directe d'un contrat de service public, c'est-à-dire la possibilité pour une AOT de ne pas recourir à une procédure de mise en concurrence. Le règlement européen dit règlement obligation de service public, OSP, a en effet prévu un certain nombre de dérogations à la procédure de mise en concurrence. Nous considérons que lorsque la procédure est d'attribution directe, conformément au paragraphe 3 bis, 4 bis et 4 ter de l'article 5 du règlement OSP, le contrat de service public doit être attribué à l'opérateur historique. Aujourd'hui, SNCF Mobilité est en monopole. Demain, elle aura des opérateurs concurrents nouveaux. Permettre, dès la phase d'ouverture à la concurrence, d'attribuer directement un contrat de service public, c'est-à-dire sans recourir à une procédure de mise en concurrence à un opérateur nouvel entrant, serait contraire à l'esprit même de l'ouverture à la concurrence et cela pourrait même constituer une espèce de favoritisme que les lois Sapin, entre parenthèses, empêchent. Nous nous interrogeons en tout cas sur ce point et souhaitons bénéficier de votre éclairage, Madame la Ministre. Tel est le sens de cet amendement. Je vous remercie. L'amendement 161, Madame la Ministre. Alors, cet amendement a pour objet de revenir sur l'avis conforme de l'ARAFER introduit en commission pour encadrer le recours à certaines exceptions à l'obligation de mise en concurrence prévue dans le règlement OSP. En fait, la disposition qui a été votée en commission va au-delà de l'obligation d'évaluation par un organisme indépendant prévue par les textes. Les garanties de transparence avec une évaluation préalable de l'ARAFER, la possibilité d'en appeler au juge avant l'attribution directe me semble suffisamment dissuasive pour prévenir de tout comportement inapproprié de la part des autorités organisatrices. Et une procédure d'avis conforme irait aussi, je dirais de façon plus générale et en position de principe du gouvernement, à l'encontre de la position que nous avons souhaité avoir, qui était de donner toutes les cartes aux régions, de les laisser libres de la façon dont elles vont organiser l'ouverture à la concurrence, que ce soit dans le choix des dates, dans le choix des lots et dans leur initiative de recourir ou non aux exceptions qui sont prévues dans le règlement OSP, étant entendu que dans ce cas, il y a un contrôle d'une autorité indépendante, mais c'est prévu par le texte sans pour autant nécessiter un avis conforme. Alors maintenant, la parole est à Monsieur Berry-Debat pour le 199. Oui, c'est un amendement, Madame la Présidente, qui va dans le même sens que l'amendement précédent présenté par mon collègue Yves Daudigny. Cet article autorise les AOT à déroger aux procédures de mise en concurrence et à recourir, dans les cas prévus par l'article 5 du règlement européen OSP, à la procédure d'attribution directe. Il conditionne cependant le choix de l'AOT d'utiliser ces dérogations à l'avis de l'ARAFER lorsque celle-ci est saisie par toute personne à qui la décision est susceptible de faire grief. Les auteurs de l'amendement considèrent que le choix de l'attribution directe permise par le règlement OSP ne nécessite pas l'avis de l'ARAFER et que l'introduction de cet alinéa relève de la surtransposition, les textes européens ne l'exigeant pas, raison pour laquelle nous souhaitons supprimer cet alinéa. L'amendement 249, Monsieur Jacquin. Il est retiré aux explications de Madame la Ministre. Lui qui vient de faire. Pardon, vous avez bien retiré le 249, Monsieur Jacquin. Oui, oui. Le 261, Monsieur Cornu, au nom de la Commission. 261. C'est de la précision, Madame la Présidente. OK. Donc, je vous propose maintenant, Monsieur le rapporteur, de reprendre la parole pour nous donner votre avis sur ces amendements.
C'est vrai que ces amendements sont en discussion commune, mais ils ne sont pas tout à fait dans l'ordre. En fait, pour des raisons, si vous me le permettez, Madame la Présidente, je vais déjà commenter le 43 qui arrive là et le 161 qui sont exactement les mêmes, le 249 ayant été retiré. Hein, c'est bien cela. Hein. Donc là, je fais le même commentaire pour le 43 et le 161. Et le 161 qui est du gouvernement, je crois. Hein, c'est ça? Oui. Et le 43 du groupe communiste et citoyen et écologiste. D'accord. Gouvernement et CRCE, même combat. D'accord. Ça change un peu. Donc, le règlement prévoit effectivement un certain nombre de dérogations à l'obligation de mise en concurrence des services conventionnés. On l'a déjà dit, que les États membres sont libres d'autoriser ou non dans leur droit national. Certaines de ces dérogations sont bien délimitées et effectivement, ça ne pose pas de problème. Par exemple, celles prévues pour les contrats de moins de 7,5 millions d'euros ou de moins de 500 000 kilomètres de service. Tout cela, on est complètement d'accord, c'est-à-dire qu'on n'a pas supprimé, contrairement, Madame Assassi, contrairement à la proposition de loi Moret-Nègre, où il n'y avait pas du tout de dérogation, là, dans le texte, on n'a pas supprimé toutes les dérogations. On a laissé celles qui étaient très précises. Mais par contre, on a estimé qu'il y avait quand même 2 dérogations qui étaient très larges. Je vous les cite. La dérogation pour circonstances exceptionnelles et la dérogation de performance justifiée par les caractéristiques structurelles et géographiques du marché et du réseau. En clair, avec des dérogations aussi larges, nous pensons, et c'est d'ailleurs pour ça certainement que vous voulez garder l'ensemble des dérogations, nous pensons que ça pourrait complètement fausser la concurrence. C'est-à-dire que finalement, les régions pourraient, au travers de dérogations aussi larges, pas ouvrir à la concurrence. Et donc, nous, non, mais j'ai tout compris, bien sûr, madame, je sais bien. C'est pour ça d'ailleurs que vous vous retrouvez avec le gouvernement sur ce point-là. L'ARAFER a souligné que ces dérogations pourraient être utilisées pour retarder la mise en concurrence, c'est ce que je viens de vous dire. Et pour éviter ce risque, la Commission aurait pu interdire le recours à ces dérogations. Elle ne l'a pas fait, comme nous l'avions fait dans le cadre de la proposition de loi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle a toutefois compris que les régions souhaitaient garder la possibilité de les utiliser et elle a en conséquence soumis le recours à ces 2 dérogations très générales à un avis conforme de l'ARAFER. Pour quand même, pour éviter une utilisation de ces dérogations qui pourrait les exposer à des contentieux et ainsi sécuriser leur choix d'y recourir. Il s'agit donc d'une position de compromis. Voilà l'explication donc pour ces 2 amendements et c'est pour ça que je donne un avis défavorable, vous l'avez bien compris, Madame Assassi. Alors maintenant, l'amendement, je suppose, 250, c'est ça, Madame la Présidente? Alors, cet amendement vise à préciser que lorsqu'une autorité organisatrice attribue directement un contrat après 2023, en application des dérogations prévues par le règlement européen, elle l'attribuera à SNCF Mobilité. Cela n'est pas conforme au droit européen qui ne permet pas le maintien des monopoles historiques. L'avis est donc défavorable, c'est très clair. Après, c'est le 199 ? C'est ça. Alors, cet amendement vise à supprimer la possibilité pour toute personne à qui la décision fait grief de saisir l'ARAFER pour évaluer le recours à une dérogation à l'obligation de mise en concurrence. Celle prévue au 4 ter de l'article 5 du règlement européen, qui concerne des portions très limitées du réseau ferré national sur lesquelles les services peuvent être assurés par un opérateur qui gère aussi l'infrastructure. Les auteurs de l'amendement évoquent une surtransposition du droit européen. Mais le règlement européen prévoit bien, au 7 de l'article 5, la possibilité de demander que la décision motivée prise par l'autorité compétente fasse l'objet d'une évaluation par un organisme indépendant désigné par l'État membre concerné, notamment pour la dérogation prévue à l'article 4 ter. C'est exactement ce que prévoit cet alinéa. Donc la Commission ne souhaite donc pas revenir sur cette disposition qui est conforme au droit européen, donc avis défavorable. Alors, le 245.
Cet amendement vise à préciser que l'évaluation de l'ARAFER sur le recours à la dérogation prévue donc au 4 ter de l'article 5 donne lieu à un avis consultatif. Pour mémoire, il s'agit d'une dérogation qui concerne des portions très limitées du réseau ferré national, sur lesquelles les services peuvent être assurés par un opérateur qui gère aussi l'infrastructure. Il s'agit a priori, d'après les services du ministère, des lignes à voie métrique Saint-Gervais et Valorcine dans la vallée de l'Arve, la ligne dite du train jaune en région Occitanie, celle dite du Blanc-Argent, je découvre, en région centre, Blanc-Argent je connais, en région centre Val-de-Loire, et la ligne Nice-Digne en région PACA, ainsi que les lignes de chemin de fer Corse. Il me semblait aller de soi que l'évaluation faite par l'ARAFER avait un caractère consultatif, puisque pour les deux autres dérogations prévues au 3 bis et au 4 bis, nous avons prévu un avis conforme. Mais je ne suis pas opposé à cette précision. Et en revanche, je l'ai dit, un avis conforme me semble impératif pour les dérogations prévues au 3 bis et 4 bis de l'article 5 du règlement. Donc avis favorable pour cet amendement 245. Et puis le 249, maintenant il est retiré, donc je n'ai pas prononcé d'avis. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Donc sur l'amendement numéro 43, je propose son retrait au profit de l'amendement du gouvernement, et sinon défavorable. Sur l'amendement 250, donc cette possibilité d'attribution directe à l'opérateur historique au-delà de 2023 n'est pas conforme au règlement OSP, et donc retrait ou avis défavorable. 161, c'est celui du gouvernement. Sur le 199, donc c'est la suppression de la possibilité de faire appel à une structure indépendante, donc c'est contraire au règlement européen, avis défavorable. Sur le 245, sagesse, je pense qu'effectivement c'est une autre façon de dire évaluation, donc sagesse de votre Assemblée. Et sur le 261, pardon, c'est l'avis. Je vais quand même dire avis favorable, monsieur le rapporteur. Alors, nous allons donc soumettre aux voix. D'abord, je vais demander à nos collègues Assassi et Gontard s'ils retirent leur amendement au profit de celui du gouvernement. Présenté comme ça, je sens que je favorise la situation. Nous avons le même amendement que le gouvernement, mais pour une fois, je vais le maintenir. Alors, donc, on soumet aux voix l'amendement 43, qui est favorable à cet amendement, qui est contre, qui s'abstient. Cet amendement n'est donc pas approuvé. Voilà donc pour ces débats autour de l'ouverture à la concurrence, un des aspects emblématiques de cette réforme ferroviaire. Un texte dont l'examen arrive à son terme, puisque le projet de loi sera voté solennellement tout à l'heure en salle des conférences. Alors en commission, les sénateurs ont modifié le texte, notamment pour préserver les dessertes TGV utiles à l'aménagement du territoire, renforcer les garanties offertes aux salariés, poser les conditions d'une ouverture réussie à la concurrence, ainsi que maintenir un haut niveau de sécurité et de sûreté au sein du système ferroviaire. Alors en séance, les sénateurs ont confirmé ces dispositions, notamment l'incessibilité du capital de SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilité. Voilà, vous pouvez bien sûr revoir ce programme sur notre site internet publicsena.fr.